L'inflation qui se normalise plus vite que prévu, il faut l'avouer, en zone euro, avec des prix qui grimpent de 2,4% sur un an, c'était au mois de mars. Ce qui plaiderait en théorie pour une première baisse de taux, sans trop tarder, de la part de la BCE. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibault Prébet pour la financière à Bevel. C'est vrai que ce reflux plus rapide, plus vite qu'anticipé de l'inflation. Désormais, on est très proche des 2%. 2%, je rappelle, ça reste comme l'objectif cible de la Banque Centrale Européenne. On se dit que c'est de nature à ce que la BCE agisse un peu plus vite que prévu. On peut se mettre à rêver, à imaginer que dès la semaine prochaine, ce soit le cas ou pas trop. Ouais, plutôt pas trop. Moi non plus, je pense pas trop. La réalité, c'est que ce qui est important maintenant, c'est pas à quelle date la BCE va baisser ses taux, c'est à quelle vitesse. C'est-à-dire que c'est plus important pour les marchés de savoir s'il y aura 3, 4, 5, 10 baisses de taux, ou que de savoir si ça démarre un mois ou après ou un mois avant. Ce qui est sûr, c'est que si la BCE, ce qu'on a un adage sur les marchés, était la Réserve fédérale américaine, elle baisserait déjà chez taux. Parce que aux États-Unis, la Banque centrale a un double mandat qui est de s'intéresser aussi à la croissance. Or, la croissance européenne a été révisée dans de nombreux pays à la baisse, avec une dynamique qui est quand même pas très sexy. Et comme pendant ce temps-là, on a une inflation qui baisse rapidement, on ne comprend pas très bien l'intérêt de garder des taux aussi élevés. Voilà, pardon, mais si on met de côté, c'est difficile, le mandat de la BCE qui n'est que sur l'inflation et pas sur la croissance. Quand on a un reflux aussi rapide de l'inflation, quand on a une atonie de la croissance, ça fait 18 mois qu'on est en croissance zéro, pardon, il faut le dire, en Europe, la BCE en théorie devrait, dès la semaine prochaine, baisser ses taux. Absolument. Qu'est-ce qui l'empêche d'agir au-delà de son mandat? C'est justement. Déjà, l'évidence, elle est aussi assez simple, il faut la rappeler, elle est aussi exacte aux États-Unis, c'est qu'on est rentré dans une vision très dichotomique des niveaux de taux. C'est-à-dire, soit il n'y a pas d'inflation, on est à 0 de taux, soit il y a de l'inflation et on est à 5 de taux aux États-Unis, 4 en Europe, si je caricature. La difficulté, c'est que quand vous avez 10 d'inflation, on comprend qu'il faut des taux un peu violents pour rattraper tout ça. Enfin, quand on est revenu à 2,4, on pourrait se dire que 2, 2,5, 3 taux, ça suffirait. Donc c'est vrai qu'on est encore dans une vision très caricaturale de la politique monétaire et l'idée qu'on pourrait avoir des taux un peu restrictifs mais beaucoup plus bas en Europe pour faire attention à toute la politique industrielle ou même au logement, c'est évidemment logique. Après, la Banque centrale considère que changer 0,25 sur 2 mois, ça ne change pas grand-chose. Je rappelle qu'il n'y a pas de réunion de la Banque centrale en mai, donc c'est avril ou juin. Et en fait, dans ces cadres-là, la Banque centrale aime bien sa lisibilité. Elle aime bien dire, bon, j'ai dit que c'était juin, donc si je change, en fait, les gens vont peut-être plus paniquer sur l'état de l'économie que apprécier le fait que ça aille plus tôt. Puis les marchés sont hauts, si ça les fait encore monter, ça crée peut-être des bulles qui n'aident pas. Donc je pense que la Banque centrale, en fait, quelque part, a besoin pour se dédire de quelque chose de plus fort qu'un ralentissement un peu plus tôt que prévu de l'inflation. Oui, se dédire, mais en même temps, on sent bien que l'économie en zone euro a besoin d'un coup de pouce. Après ça, que le coup de pouce arrive en avril ou en juin, ça ne change pas le... Ouais, alors ça se débat vraiment, David, ça se débat pour 2 raisons. La première, c'est que le potentiel économique de la zone euro n'est pas très au-dessus de zéro. Donc en fait, on revient à des niveaux de croissance qu'on a connus sur le cycle 2015-2019. Et donc il n'y a pas non plus quelque chose d'incroyablement étonnant à ce qu'on revienne à des croissances assez ternes post-Covid, de la même manière que les États-Unis reviennent à une croissance de 2 qui était plus ou moins leur tendance. Le deuxième point, c'est que en réalité, vous voyez, quand vous mettez des taux à zéro, vous dites aux gens, bon, ça ne sert plus à rien d'épargner, allez consommer. Donc pour lancer une économie, vous bougez vos taux de 0,25, quelqu'un qui disait à 4 ou à 4,5, je préfère mettre sur un livret, ne va pas se dire à 4,25, tout d'un coup maintenant je dépense tout. Donc c'est vrai que de toute façon, l'effet à 0,25, c'est plus un symbole, c'est plus une sorte de changement de mindset, d'état d'esprit, de se dire maintenant on a fini la phase hausse de taux, on rentre dans la phase de baisse de taux, qui est peut-être plus un signal moutonnier de marché. En termes économiques réels, 0,25 de baisse, c'est des effets qui sont assez psychologiques. Ouais. Après, à la décharge de la BCE, au-delà qu'elle n'ait pas envie de se dédire, puisqu'elle parle plutôt du mois de juin, au printemps, avait dit le gouverneur de la Banque de France, en disant que le printemps, ça tenait jusqu'au 21 juin. On a des prix dans les services qui sont quand même aujourd'hui, c'est une composante importante des salaires, qui grimpent toujours de 4% sur un an. Ça plaide aussi, ça, pour un statu quo, je dis, ou c'est pas un argument suffisant? Moi, je crois pas. Je crois pas parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe sur les services. La première chose, c'est que, je vous donne un exemple concret. Si on sort ça, c'est l'industriel. On vous dit c'est un composant, c'est polluant, c'est un téléphone. Mais en fait, vous remplacez un caméscope, un appareil photo, une calculatrice, une lampe torche, tous ces outils qui sont industriels, qui sont des biens, et à la place, vous achetez des applications. Donc vous avez une tendance dans votre vie à remplacer des biens par des services. Donc c'est une tendance lourde qui fait que la demande pour les services n'arrête pas d'augmenter pendant que la demande pour ces biens industriels qui sont maintenant parfois désuets dans ceux que j'ai cités diminue. Donc il y a une tendance forte sur les services. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, qu'on avait déjà abordé sur ce plateau, c'est qu'on a de plus en plus de services qui sont par abonnement, en SaaS. Et quand Microsoft ou Netflix vous dit je monte mes prix, que c'est votre écosystème de vie ou de travail pour certaines sociétés, vous ne pouvez pas facilement changer. Et donc cette notion qu'on appelle le pricing power, la capacité à monter les prix, que dans d'autres secteurs, une société par exemple comme Hermès a, c'est quelque chose qui est fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas très clair
qu'une hausse de taux de la Banque centrale de 0,5 de plus empêche Netflix de monter ses prix. Ouais. Parce qu'ils peuvent. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est un peu en train de tuer un segment industriel qui, lui, souffre beaucoup et qui est déjà plutôt déflationniste, sans forcément toucher ces entreprises de services qui, elles, ne réagissent pas vraiment. Le message par rapport à la BCE de jeudi prochain Le message, c'est qu'en fait, cette part de services qui reste un peu trop inflationniste, elle est probablement assez structurelle. Et l'idée que ça vaille le coup de taper sur des secteurs qui sont peut-être moins gros en PIB, mais beaucoup plus en emploi. Un Netflix, c'est beaucoup plus gros que Volkswagen, Stellantis réunis. Mais par contre, c'est 25 fois moins de salariés que Peugeot. Que Stellantis en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet à un moment qui est faire une politique économique pour peu de salariés, pour des boîtes pas très sensibles, en plantant des pans entiers de l'économie automobile ou logement. Très malin. Ça se débat, et donc peut-être qu'il y a un petit changement de logiciel à faire, mais le changement de logiciel se fait toujours à froid, il se fait jamais au moment de bouger. Donc voilà. Et puis rappelons un dernier point, si vous le permettez, c'est qu'on a eu l'inflation sur l'électricité, avec des hausses en février dans beaucoup de pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça est encore de l'inflation très retardée, puisque aujourd'hui, avant d'entrer sur le studio, je regardais, on est à 6 € le mégawattheure sur l'électricité française, pendant que le gaz est à 25, c'est-à-dire un quart de ce qu'il était il y a 2 ans et la moitié il y a 1 an. Donc en fait, on voit que sur des prix instantanés spot, qui mettent du temps après à revenir dans les futurs contrats, on est très bas, donc c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Et sur la facture des clients, ça prend du temps aussi. Ça prend du temps parce qu'en fait, quand vous prenez un contrat d'électricité pour 3 ans, votre prestataire, il l'achète d'avance. Donc il a acheté à ce qu'on appelle les prix forward, qui étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Exactement. Par contre, pour les nouveaux contrats, on va partir de ces nouveaux prix. Et donc c'est vrai que même les éléments qui sont restés un peu inflationnistes sont assez retardés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faudrait pour que la Banque centrale agisse? Oui. Est-ce que c'est très grave si elle veut garder sa parole et attendre juin? Probablement pas. En revanche, il est probable qu'il y ait un débat pour cette réunion d'avril, et ça, c'est déjà en soi une nouveauté. Ouais, et le fait qu'il y ait débat, ça confirmera que le mois de juin est plié, qu'il y aura bien une première de taux a priori. Et peut-être qu'ils iront un peu plus clairs sur celles qui seront après, puisque assez vite, le sujet de la première est symbolique, mais ce n'est pas le plus important. Ouais. Donc c'est pas une erreur de politique monétaire que de ne rien faire? Non, c'est pas la question, c'est ce qui va se passer après. Faut pas oublier, hein, je vous rappelle, quand la Fed remonte ses taux, à l'époque, c'était en même temps que le nouveau Star Wars, alors on disait The Fed Awakens, à l'époque, on parlait de 3 hausses de taux. Les taux ont monté de 5%. Donc en réalité, ce qui était vraiment important, ça n'a pas été du tout la date de la première, ça a été de savoir si on allait avoir 3 hausses de taux ou 25. Et quelle visibilité aujourd'hui? Exactement. Et là, le sentiment qu'il y a, c'est que la normalisation de la politique monétaire pourrait être un peu plus forte que prévu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme le marché reste bloqué dans l'idée que les États-Unis doivent agir avant l'Europe, les taux européens ont quand même monté dans des publications d'inflation très basse. Donc on est encore dans quelque chose qui n'est pas tout à fait assumé, ces baisses de taux. Et donc le message de la Banque centrale de dire est-ce qu'il faut que j'aille plus vite et plus loin que prévu, quelle que soit la date de démarrage, ce serait un message sans doute beaucoup plus important que de savoir si on fait 2 mois avant ou pas. Juste par rapport à la Fed, c'est intéressant Thibault, elle est mal à l'aise, la Fed, de la BCE de dégainer avant la Fed? Non, je crois pas. Je crois on a cette idée que la Fed fait toujours la BCE, ce qui est vrai. Ça s'est fait à des périodes où c'est Jean-Claude Trichet, la BCE, ce qui est plus du tout la même logique. La BCE est une banque très jeune, donc on part sur des raisonnements qui n'ont rien à voir. Et puis je rappelle un dernier point. Hein. La principale manière théorique de faire de l'inflation, même si ce n'est pas toujours vrai, c'est le déficit. Voilà, le déficit crée de la masse monétaire, crée de l'inflation, pour peu qu'il y ait un peu de vitesse de circulation. C'est-à-dire que ça n'arrive pas juste sur les comptes en banque de gens qui ne le dépensent pas. Ouais. Quand on a 6 de déficit aux États-Unis et qu'on est sous les 3 en Europe, même si la France sort un peu du lot, on doit censé créer une inflation beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc que la politique monétaire américaine doit être plus restrictive parce qu'en face, il y a une très forte création de déficit. Et à contrario. Et en Europe, elle ne le soit pas. C'est un écart de 3 points de déficit dans des périodes normales n'a jamais existé entre les deux zones. Donc aujourd'hui, ça crée des ajustements de politique monétaire différents. Ça semblerait finalement très logique. Et donc, la BCE dégaine avant. Voilà, parce qu'on a. Mais après, peut-être que la Fed va dégainer avant, mais en revanche, on peut penser que le cycle européen va être plus prononcé parce que... En matière de baisse de taux. Voilà, ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé sous les 3 d'inflation, aller à 2, c'est plus difficile que d'aller de 10 à 3. Ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, ça n'a pas l'air si difficile que ça d'aller de 3 à 2. C'est plus difficile. Aux États-Unis, on sent que ça rame un peu plus, encore une fois, sur une économie qui est très stimulée par des dépenses, entre autres d'infrastructures. Voilà. Et donc, combien de baisses de taux, a priori, puisque c'est ça qui est important et non pas la première, à savoir avril ou juin? Vous regardez vos taux longs, on est toujours autour de 2,5, donc le marché, ce qui se dit, c'est que si on met un peu de pente, les 2 points qui sont historiquement un peu le niveau d'équilibre européen devraient être un niveau. Donc, et ça fait 2 points à perdre, mais Oui, mais en combien de temps? Oui, c'est ça. L'idée aujourd'hui, c'est que le marché pense quand même que ça va être assez lent, reste sur des idées de baisse de taux assez écartées. Il va falloir voir quand même, en particulier si les prix de l'énergie restent aussi bas, s'il ne se fait pas un peu prendre de vitesse par l'inflation. L'énergie, on est à $90 sur le baril de pétrole. Là. Oui, mais ce qui fait le prix de l'électricité en Europe, c'est le gaz, c'est pas le baril. Et même le baril, il tourne depuis 1 an et demi autour de 80. Enfin, je veux dire, c'est des variations très faibles, en fait, ces variations de baril. C'est quand même 15% de hausse depuis le début de l'année. Oui, c'est ça, mais ça avait baissé l'année dernière de 10.
baisse. Ouais. En fait, c'est une sinusoïde Oui. assez proche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réactions sur le prix du baril, alors que théoriquement, toute cette partie électricité-gaz est beaucoup plus déflationniste. Donc on a un narratif qui est intéressant, mais on a un marché qui est un peu en train d'être pris de vitesse par la décélération de l'inflation, sans que les niveaux de taux d'intérêt l'actent. Et ça, c'est intéressant. Ou alors, c'est juste de dire qu'on reconstitue aussi un peu de pente, parce que, au bout d'un moment, quand on va acheter des obliques longues, on a envie d'être un peu mieux payé que de simplement anticiper le monétaire. Donc beaucoup de phénomènes à suivre, intéressants, mais je pense qu'on est plus dans l'attente de la qualité du discours et de la tonalité sur la vitesse à venir que sur la décision elle-même. C'est souvent le cas, hein, mais il faut le garder en tête. Voilà, le discours va être important. Ouais. Elle est sous pression quand même un petit peu, la BCE. Parce qu'il y a quand même cette activité qui est au point mort depuis 18 mois, c'est quand même... Et puis attention, je vous le rappelle, il y a des secteurs qui sont déflationnistes historiquement, que sont l'industrie lourde. Hein. Si vous prenez le prix des machines à laver sur 15 ans, c'est en baisse de 15%. Donc c'est des secteurs déflationnistes qui aujourd'hui sont touchés par des hausses de taux, ce qui n'a pas tellement de sens. Et aujourd'hui, l'industrie allemande de l'automobile, c'est énormément de salariés. Donc au bout d'un moment, on l'a vu en France sur l'agriculture, quand on dit ces gens-là pèsent pas grand-chose en bourse ou au PIB, donc on s'en occupe pas, la réalité se rappelle. Et je pense qu'en Allemagne, il commence à y avoir cette pression un peu forte de secteurs entiers qui sont en difficulté pour des hausses de taux qui ont aujourd'hui un enjeu qui est plus tellement facile à identifier. Et donc c'est vrai que la politique pourrait s'installer un peu là-dessus. L'Allemagne ne nous a pas habitués à réclamer des baisses de taux, donc c'est sûr que c'est contre nature, mais ce petit vent de grognement sur l'adéquation de cette politique monétaire à l'économie est quelque chose qui pourrait revenir un peu. Et puis un thème qu'il faudra regarder, c'est est-ce qu'à un moment, s'il y a de l'inflation que sur les services, c'est pas aussi un peu l'État de s'en mêler? Exactement, ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet pour la financière à Bevel. Merci, salut. Merci à vous.